richesse, augmenter le SMIC et limiter les écarts de salaire. Donc c'est une des propositions du programme de la France insoumise qui se trouve dans ce livret le progrès social et humain, aux côtés de d'autres mesures. Alors plus précisément, ce que dit le programme dans son état actuel, c'est qu'il propose de porter immédiatement le SMIC mensuel à 1 400 € net et de plafonner les hauts salaires à une échelle de 1 à 20. Ce qui reprend la demande de la Confédération européenne des syndicats. On va revenir dessus. Alors, il y a d'autres mesures complémentaires qu'on dit pour aller plus loin. Donc, je vous les lis pour que vous les ayez en tête. Engager une revalorisation du traitement des fonctionnaires, en particulier les plus bas salaires. Fixer une rémunération maximum autorisée, donc avec une échelle de 1 à 20. Interdire les parachutes dorés et les retraites chapeaux. Supprimer les stock options. Augmenter les sanctions financières et pénales contre les entreprises qui pratiquent une discrimination homme-femme, lutter contre le temps partiel contraint, et puis garantir un revenu minimum pour tous, c'est-à-dire y compris ceux qui sont non salariés, les agriculteurs, auto-entrepreneurs, etc. Bon, alors, par ailleurs, il y a un ensemble d'autres mesures qu'on pourra éventuellement aborder qui vont dans le sens de la réduction des inégalités, notamment des mesures fiscales, des mesures d'amélioration des services publics et d'autres qu'on pourra débattre. Alors là pour ce débat, en fait, j'accueille deux invités. Tiziri Kandi, qui a participé largement à une lutte emblématique des femmes de chambre dans un hôtel de luxe parisien. Je te laisse te présenter un peu plus. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Tiziri Kandi. Je suis animatrice syndicale au syndicat CGT des hôtels de prestige et économique, le syndicat CGT HPE. Oui, en fait, je suis donc salariée de mon syndicat et j'ai participé par l'animation, le soutien et certaines activités juridiques et logistiques, en fait, dans un certain nombre de luttes dans l'hôtellerie, notamment parisienne. Donc, que ce soit dans des hôtels comme l'Holiday Inn de Clichy en 2017-2018, dans les hôtels Hyatt ou plus dernièrement l'hôtel Ibis des Batignolles, la grève et lutte emblématique avait duré 22 mois dans 8 mois de grève continue. Donc, voilà. On reviendra un petit peu sur cette dernière grève. Et puis... Pierre Concialdi, toi tu es économiste, assez spécialisé sur la question des inégalités. Peut-être que je te laisse te présenter aussi. Oui, je pense que tu as à peu près tout dit. Je travaille dans un institut de recherche. Effectivement, je m'intéresse plutôt aux questions d'inégalité. Bon, par ailleurs, pour être tout à fait transparent, donc j'ai aussi des activités un peu militantes, associatives essentiellement. Voilà. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un échange d'abord avec Tiziri sur l'expérience de la lutte des femmes de chambre d'Ibis, puis un échange avec Pierre sur des questions plus générales d'inégalité, bon, avec bien sûr, chacun peut réagir. Vous pouvez aussi intervenir si vous le souhaitez, et puis ensuite on va laisser en dernière partie un moment pour le débat et pour les questions. Alors, avant de donner la parole à Tiziri sur la lutte, peut-être juste quelques chiffres. Bon, je pense que vous connaissez tous. Le SMIC actuellement est à 1 230 € à peu près net mensuel, un peu plus de 8 € de l'heure. L'échelle des salaires en France est pas si étendue qu'on peut le penser, c'est-à-dire que si on regarde l'écart si on enlève les 10% les plus pauvres, on va dire les plus petits salaires, et les 10% les plus riches, donc ce qu'on appelle l'écart entre le premier et le 9e décile, on a un rapport de 1 à 3. C'est-à-dire que ceux qui sont les 10% les plus riches, à la limite des 10% les plus riches, gagnent 3 fois plus que ceux qui sont à la limite des 10% les plus pauvres. Si maintenant on regarde le 1% des plus riches, donc ça veut dire que les 10% les plus riches, c'est les plus gros salaires, à partir de 3 800 € par mois net, on est dans les 10% de salaires les plus élevés. Et si on regarde maintenant le 1%,
on est à 9 200 €, c'est-à-dire à peu près 7 fois plus que le seuil des 10% les plus bas. Donc, ce n'est pas un écart, je veux dire, par rapport aux revendications qu'on a de 1 à 20 actuelles, on est dans un écart pour l'instant qui est très limité. Mais bon, Pierre va y revenir. Et de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que l'objectif, l'écart de 1 à 20 qui est annoncé comme ça, c'est plutôt, il faut le prendre comme un mouvement enclenché pour aller vers une réduction de l'écart des salaires. Alors, il y a beaucoup de revendications qui arrivent pour réduire l'échelle des salaires, à la fois pour augmenter les bas salaires, ça a été de tout temps, et on va y revenir aussi, mais aussi pour plafonner les plus hauts. Donc, la CES, elle propose un petit peu au-dessus, elle est plutôt autour, elle dit 60% du salaire médian ou 50% du salaire moyen, ce qui fait à peu près plutôt 1 500 € net mensuels. La CGT autour de 1 400. On a par exemple le collectif Plus Jamais Ça, qui réunit des syndicats dont la CGT est solidaire, mais aussi plein d'associations qui demandent aussi un plafonnement des hauts salaires et une augmentation des bas salaires. Alors eux, ils ne donnent pas de chiffres, mais ils disent qu'il faudra soumettre au débat public le montant auquel on veut plafonner. Donc, bon, c'est des revendications qui sont assez répandues, on va dire. FO aussi demande de l'ordre de 1 500 €. 1 500 €, c'est de l'ordre de 20% d'augmentation par rapport au SMIC actuel. Donc, c'est une augmentation assez significative. En revanche, la revendication de plafonner les hauts salaires, c'est beaucoup plus rare. Enfin, à nouveau, ça commence à apparaître, mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui existe dans la loi nulle part. Il y a eu quand même, depuis 2012, un plafonnement à 450 000 € pour les dirigeants des entreprises publiques. Mais bon, alors évidemment, ça paraît très élevé, mais quand on voit les montants des salaires, même de l'époque, et puis du CAC 40, 450 000 €, ça paraît une misère pour certains. Donc voilà ce qu'on a. Alors, on va revenir après plus en détail sur le SMIC en France, dans les autres pays, etc. Peut-être qu'on peut commencer donc par cet échange un peu plus de terrain, on va dire, sur ce qui s'est passé à l'hôtel Ibis. Quelles étaient les conditions de travail de ces femmes de chambre et qu'est-ce qui a déclenché cette grève ? Alors, en fait, je vais parler donc de la problématique, plutôt de la lutte des femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles et de leurs revendications. Mais il faut savoir que les revendications des femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles ont été très largement portées également en fait dans l'ensemble des luttes et des grèves qu'on a menées dans le secteur de l'hôtellerie et plus précisément dans la sous-traitance hôtelière ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'on est quasiment sur exactement les mêmes revendications. Et peut-être qu'avant de parler des revendications elles-mêmes, il serait peut-être intéressant que je vous parle de la sous-traitance en fait dans le secteur de l'hôtellerie et de ses conséquences à la fois sur les conditions de travail et les salaires et pourquoi donc on se retrouve à avoir une mobilisation et une grève d'une aussi grande ampleur que celle des femmes de chambre de l'Ibis-Batignolles. Donc, il faut savoir que donc, le secteur de l'hôtellerie fait de plus en plus appel à des entreprises de nettoyage, notamment depuis les années 80, en fait. C'est depuis à peu près les années 70-80 qu'il y a eu un peu une émergence des entreprises du nettoyage, enfin, et puis de la sous-traitance de manière générale. On a pu aussi observer ce phénomène en fait, dans le bâtiment, où les entreprises donneuses d'ordre, si on peut dire ça comme ça, externalisent une partie, voire plusieurs parties de leurs services. Elles les externalisent, donc c'est d'autres entreprises à qui elles vont confier certaines activités. Il faut savoir que dans le secteur du nettoyage, ce recours à la sous-traitance a complètement explosé dans les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut très peu exagérer en disant qu'un hôtel sur 2 sous-traite. Voilà, ou peut-être un hôtel sur 3 sous-traite, ce qui est quand même assez conséquent. Et il faut savoir que le service majoritairement sous-traité, ou en tout cas c'est principalement même sous-traité, c'est le service d'hébergement. Donc par le service d'hébergement, on entend tous les services, le
les services d'étage, en fait, donc dédiés au travail de chambre et de remise en état des chambres. Donc il ne vous a pas échappé que ce service sous-traité, ce n'est pas un service périphérique à l'activité d'un hôtel, c'est le service central d'un hôtel, c'est son cœur d'activité. Et c'est quand même pourtant le principal service qui est sous-traité. Il faut savoir que c'est un service qui est majoritairement féminisé, où travaillent aussi des personnes racisées, en fait. Donc, comme c'était le cas à l'hôtel Ibis des Batignolles, mais comme c'était également le cas à l'Holiday Inn de Clichy, on a eu une grève de 4 mois. Comme c'était le cas à l'hôtel Hyatt Vendôme, où il y a eu une grève de 3 mois. Comme c'était le cas dans un ensemble d'hôtels du groupe Louvre-Hôtel, donc les hôtels Campanile, Kyriade, etc. Donc, c'est des services majoritairement où il y a majoritairement des femmes et principalement donc des femmes racisées qui vont avoir une situation, je dirais, sociale et économique assez précaire, parce que en fait une bonne majorité de ces femmes, ça va être des mères seules avec des enfants en bas âge, souvent des personnes qui ont des titres de séjour annuels. Donc une contrainte administrative au renouvellement des titres de séjour, des qualifications, absence de qualification ou méconnaissance des qualifications, en tout cas non-reconnaissance des qualifications de certaines d'entre elles. Moi, je pense à un ensemble de femmes de chambre ou de gouvernantes qui travaillaient parfois, y compris dans l'administratif dans leur pays, qui étaient fonctionnaires et qui, en France, se retrouvent à travailler comme femmes de chambre ou comme gouvernantes parce que à un moment donné, il faut bien remplir le frigo, quoi. Voilà. Donc ces personnes-là, en fait, ont quand même des contraintes, comme je disais, économiques et sociales et politiques qui sont quand même assez lourdes, qui les conduisent, j'ai envie de dire, plus par contrainte ou par absence de choix que par choix, à travailler dans ces secteurs-là. Et effectivement, quand on voit la politique de recrutement mise en place très largement par les entreprises de nettoyage, qui ensuite mettent ces femmes de chambre à la disposition d'hôtels, eh bien, il y a quand même une grande cohérence, j'ai envie de dire, parce que très souvent, donc il y a quasiment la politique du recrutement, c'est même d'une certaine manière l'absence de politique de recrutement. C'est-à-dire que généralement, on va demander à la femme de chambre si elle connaît des personnes de sa famille, dans son entourage, qui voudraient bien venir travailler dans ce secteur-là. Ce qui fait que dans pas mal d'hôtels, quand on met en place, quand il y a des mobilisations, on va voir que il va y avoir une majorité de femmes qui vont être maliennes, congolaises. Enfin, c'est parfois souvent des personnes de la même nationalité. Il y a eu toujours, dans le cadre de l'Ibis Batignolles, il y avait 3 nationalités dominantes en fait dans le groupe. De la même manière, ou parfois, ça peut parfois être encore plus flagrant, où la majorité, ou en tout cas un certain nombre de salariés, vont venir de certaines régions plus précisément. À l'hôtel Ibis Batignolles, on va avoir 5-6 femmes de chambre qui vont toutes venir de Grigny. Et elles sont toutes voisines, comme par hasard. Enfin, on voit quand même que le hasard fait bien les choses. Donc voilà, c'est quand même des choses, si vous voulez, qui pèsent sur ne serait-ce que les possibilités même de négociation de son contrat de travail ou de son salaire. On le sait déjà en fait à travers un ensemble de recherches universitaires, sociologiques, etc., qui ont été faites notamment ces dernières années. La différence, en tout cas les écarts qu'il y a entre les femmes et les hommes, par exemple, ou les personnes racisées ou pas, à négocier leur contrat de travail, leur salaire, etc. Mais là, quand vos qualifications ne sont pas reconnues, que vous avez des enfants en bas âge à nourrir, etc., eh bien, ça pèse quelque part davantage dans ce phénomène-là. À ça, bien évidemment, s'ajoute le fait que en externalisant des services, il faut savoir que les hôtels réalisent des économies assez importantes, parce que sinon, ce n'est pas intéressant.
de recourir à la sous-traitance. Et quand je dis que les entreprises réalisent des économies assez importantes, il faudra peut-être distinguer les économies immédiates et les économies un peu à moyen et à long terme. Il y a des économies immédiates qui consistent à priver les salariés de la sous-traitance d'un ensemble d'avantages auxquels ils auraient pu ou elles auraient pu prétendre si elles étaient salariées directement du donneur d'ordre. Par exemple, s'il y a un 13e mois dans l'hôtel, eh bien, puisque la salariée de la sous-traitance n'est pas employée directement par l'hôtel, elle ne va pas avoir le 13e mois. De même, s'il y a une prime d'intéressement, la salariée de la sous-traitance ne va pas pouvoir y prétendre à ça non plus. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est les intérêts immédiats. Mais on peut aussi parler d'intérêts économiques plus à moyen et à long terme, notamment sur les questions d'évolution de carrière. Parce que quand on parle des salaires, on peut parler aussi d'évolution de carrière. Là, en fait, quand on recourt à la sous-traitance, le donneur d'ordre, c'est plus son problème, finalement, de revoir, de proposer éventuellement des formations en vue d'une évolution professionnelle à ses salariés. Et quand on voit les entreprises de nettoyage, eh bien, on découvre très souvent qu'il y a très peu de marge d'évolution professionnelle. Pour pas dire il n'y en a pas. C'est-à-dire que quasiment les 2 corps de métier existants, c'est soit agent de service, soit chef de service. Enfin, en tout cas, contremaître et agent d'exécution. Et inutile aussi de vous dire pour passer de la première catégorie à la deuxième catégorie, parfois tu te heurtes à des maladies professionnelles, des accidents de travail qui vont te freiner de manière assez sèche toute possibilité d'évolution professionnelle, parce que les cadences sont telles que les accidents de travail sont extrêmement récurrents et les carrières se retrouvent brisées vraiment très peu d'années après. Ou des maladies professionnelles qui font que les salariés ne peuvent plus continuer à travailler. Et là aussi, eh bien, quand les salariés sont déclarés inaptes à un poste, on ne peut rien leur proposer, si ce n'est finalement des licenciements. Donc voilà, une fois de plus, toujours dans cette question de salaire, inégalité de salaire, je pense que la question de l'évolution professionnelle et de la possibilité de prétendre à autre chose est quand même assez importante aussi à prendre en considération. Je finis juste par un point aussi qui me semble très important. Il ne vous a pas échappé que, en fait, les sociétés de sous-traitance, très souvent, elles s'enchaînent sur un même site. C'est-à-dire que le donneur d'ordre, quand il décide de sous-traiter un service, le contrat commercial, il est là pour une durée déterminée, souvent. 1 an, 2 ans, 3 ans maximum, souvent 3 ans maximum. Et en fait, le contrat commercial est systématiquement renégocié. Et en fait, quand il est renégocié, eh bien, très souvent, il est accordé à l'entreprise la moins disante, en fait. C'est ce qui fait d'ailleurs que souvent les conditions de travail des salariés, de manière, automatique, presque, leurs salaires sont revus aussi à la baisse. En fait, pourquoi ? Parce que, il y a une... Quand le contrat est attribué à un nouveau sous-traitant avec un coût moindre que le précédent, le nouveau sous-traitant, pour pouvoir faire sa marge, il doit jouer sur les conditions de travail des salariés. Donc il y en a certains qui débordent quand même d'imagination, comme à l'Ibis des Batignolles, où on se retrouvait avec des salariés payés à la chambre et non au temps de travail. Et donc il y en a qui vont payer les femmes de chambre à faire 40, 50 chambres par jour. Ce qui, voilà, une fois de plus, va jouer sur les conditions de travail, les accidents de travail, qui va conduire à des carrières brisées, etc. Donc oui, en fait, c'est des choses, c'est malheureusement des politiques qui participent quand même à une mise en place du dumping social, à la création de statuts multiples dans l'entreprise qui vont, contre l'intérêt, pour le coup, des salariés, qui brisent des carrières et qui réduisent effectivement les possibilités d'évolution professionnelle, de salaires meilleurs, etc. Voilà. Si tu peux
Merci. Si tu peux juste nous dire quelles étaient est-ce que c'était des revendications essentiellement salariales, ou aussi sur les cadences, sur les primes, et qu'est-ce qu'elles ont obtenu? Alors en fait, les revendications, pour le coup, il y en a des deux, en fait. C'est-à-dire que, et je pense que il y a des revendications qui sont de l'ordre des conditions de travail, et il y a des revendications qui tiennent à la question du statut social. Et je pense que cela est déterminé par la composition même du groupe gréviste. Je m'explique. En fait, quand on prend le Libis des Batignolles, les femmes il y avait plusieurs femmes de chambre, donc, et il y avait des jeunes femmes de chambre, et il y avait des moins jeunes femmes de chambre. Et je peux vous dire qu'elles ne donnent pas forcément toutes la même importance à toutes les revendications. Et le travail du syndicat, justement, c'est de tenir tout ça, toutes les revendications, pendant les négociations. Par exemple, les femmes de chambre les plus épuisées par le travail, celles qui ont des tendinites, les dos cassés, etc., elles vont presque vous dire « je m'en fous des primes, ce qui est important pour moi ou ce qui est primordial pour moi, c'est de ne plus taper 40 chambres par jour ». Alors que les plus jeunes, celles qui sont, je dirais, les moins brisées par le travail, elles vont plus accorder l'importance aux questions qui relèvent effectivement du salaire, de l'évolution professionnelle, etc. Et ça tient principalement au vécu. Ça ne veut pas dire que les unes et les autres ne veulent pas autre chose. Ça dit simplement quelque chose sur la primauté qu'elles vont donner à telle ou telle revendication. Qu'est-ce qui est pour elles non négociable? Et donc oui, en fait, tout a été pris en compte dans la négociation. Et suite à donc 22 mois de lutte, dans 8 mois de grève, on a obtenu donc une baisse importante des cadences. Donc on est quand même passé de 3 chambres et demie à l'heure à 3 chambres pour les petites chambres et à 2 chambres pour les grandes chambres. Donc c'est... Peut-être que dit comme ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que sur le rythme de travail, ça pèse vraiment beaucoup. Il y a également une reconnaissance des qualifications des femmes de chambre. Donc on est passé quand même de agent de service 1A, donc ce qui correspond à la première échelle des classifications, à agent qualifié de service, ce qui a fait quand même une augmentation moyenne de 100 à 150 € par salarié. Une indemnité nourriture, donc qu'elles n'avaient pas avant, qui est équivalente à 7,30 € par jour travaillé, donc ça fait à peu près 155 à 160 € par mois par salarié. Il y a eu deux copines qui étaient en CDD, qui ont été CDisées, si on peut dire ça comme ça, avec bien évidemment une reprise d'ancienneté. On a obtenu également donc des augmentations du temps de travail, parce que beaucoup de femmes de chambre étaient à temps partiel imposées, alors qu'elles faisaient concrètement du temps complet. Et donc là, elles ont obtenu, en fait, il y en a une bonne partie qui ont vu leur contrat de travail, leur temps de travail augmenter. Donc il y a la disparition des contrats de 4 heures, donc il y a un minimum de 5 heures par jour en fait, sur le site, et un passage de, je crois, 9 ou 13 salariés à temps complet. Il y avait également l'abattement sur l'assiette des cotisations sociales qui était pratiqué. Alors ça, c'est très simple en fait. Les employeurs de sous-traitance s'octroyaient le droit de pratiquer un abattement sur l'assiette des cotisations sociales des salariés. Donc une réduction forfaitaire sur le salaire brut des salariés. Ce qui fait que les femmes de chambre, elles ne cotisaient pas à hauteur de 100% pour le chômage, la retraite et la sécurité sociale, mais à hauteur de 92%. Donc la conclusion, c'est qu'en gros, si elles partent demain à la retraite, elles ne vont pas avoir une retraite complète. De la même manière, pour un site où il y a beaucoup d'accidents de travail, de maladies professionnelles, etc., elles ne sont pas indemnisées à 100% par la sécurité sociale. Et ça, c'est une pratique complètement illégale qui est pourtant pratiquée en toute illégalité dans ces entreprises-là. Donc voilà, en fait, il y a tout ça qui a été obtenu. De toute façon, si vous voulez un peu plus d'informations au sujet de ce qui a été concrètement obtenu, l'accord a été publié sur notre site cgthpe.fr. Donc vous pouvez consulter l'accord qui a été obtenu et signé et négocié. Voilà. Merci beaucoup, Tiziri. Si je peux peut-être faire un petit commentaire. Moi, je travaille à EDF, dans une grande entreprise réputée avoir un modèle social avancé, et c'est relativement vrai. Et on a eu exactement la même chose, c'est-à-dire que les femmes de chambre avant
étaient, enfin les femmes de chambre, pardon, les personnels de nettoyage étaient avant du personnel de l'entreprise, donc qui pouvaient bénéficier de tous les avantages, notamment du comité d'entreprise, mais aussi de la grille salariale, des primes, etc. Et depuis à peu près, depuis les années 80, je pense, ça a été sous-traité comme beaucoup d'activités peu qualifiées, l'accueil, le gardiennage, etc. Et ce qu'on voit, c'est nous, en tant que syndicat, on passe énormément de temps à essayer de les défendre, mais c'est vraiment très difficile parce qu'on nous retourne que ce n'est pas nos affaires, en gros, quand on veut simplement faire appliquer le contrat de travail. Alors quand on veut revendiquer plus, c'est encore plus difficile. C'est difficile pour elles de se syndiquer. Elles vivent dans un climat de peur. Enfin, alors je dis elles, il n'y a pas que des femmes, hein, c'est quand même majoritairement des femmes. Ils vivent dans un climat de peur permanent, c'est-à-dire que quand il y en a une ou un qui essaye de revendiquer, elle a des pressions infernales. On lui dit qu'on va l'envoyer sur un autre chantier très loin de chez elle. Et donc, c'est quand même un problème. Effectivement, comme tu le disais, tous les 3 ans, il y a un appel d'offres. Ça veut dire une nouvelle entreprise. Alors, il y a une obligation de reprendre les femmes de ménage, mais elles perdent au passage des choses. Puis, c'est un facteur de déstabilisation. Elles ont, par exemple, des jours de carence, 3 jours de carence. Donc, ça veut dire quand elles sont malades, elles viennent quand même, ce qui n'est pas notre cas. Il y a beaucoup plus d'accidents, tu l'as dit. Enfin, pendant le Covid, tout le monde nous, on a été un site sur lequel on pouvait beaucoup télétravailler. Le site a été fermé. On a demandé à ce que les sous-traitants, en particulier les personnels de ménage, soient prévenus de ne pas venir. Ils ne l'ont pas fait, donc elles sont venues alors qu'il n'y avait personne sur le site. Enfin, tout est comme ça à l'avenant. Et c'est vrai que c'est difficile de défendre ses salariés. Et c'est pour ça que, des victoires, il n'y en a pas tant que ça dans ce secteur. Alors, je ne sais pas si vous voulez poser des questions sur ce point-là ou si vous voulez... Oui. Faire circuler le micro. Merci. Bonjour. J'avais 2 questions à vous poser par rapport à ce que vous avez expliqué. Une qui est, je ne suis pas du tout expert en droit du travail, mais quand je vous entendais parler du fait que les femmes de ménage les femmes de chambre, pardon, étaient rémunérées à la tâche, enfin étaient rémunérées à la chambre, pour moi ça ressemble un peu à payer à la tâche et j'avais cru comprendre que ça c'était pas légal. Donc est-ce qu'il y a un artifice de contrat qui permettait que ce soit fait quand même, ou est-ce que c'était quelque chose qui était borderline et qui a peut-être été dénoncé, ou en tout cas condamné en justice? Et la deuxième question que j'avais à poser, bon, c'est peut-être idéaliste, hein, mais est-ce que une solution pour éventuellement contrebalancer cet effet du fait de se retrouver avec des personnes qui sont, on va dire, mises en difficulté dans le cadre de leur travail et isolées justement en dehors de ça, pourrait être éventuellement, je ne sais pas, de constituer des scopes, par exemple, pour faire en sorte d'apporter soi-même, entre personnes qui sont compétentes et qui ont les qualifications, d'apporter le service et du coup de faire concurrence aux sociétés qui viennent apporter du personnel de ménage. Est-ce que ce serait envisageable ou est-ce que ce serait complètement délirant? Question difficile. Désolé. Hein. Non, même si on n'a pas forcément les réponses tout de suite. Bonjour. Moi, en vous entendant, il m'est venu 2 réflexions. Un, c'est sur la limitation de la sous-traitance. Autant le ménage dans une entreprise qui n'a rien à voir, ça se conçoit, mais quand c'est dans un hôtel, ça me paraît absolument inadmissible. Et puis la deuxième, eh bien, c'est une deuxième conséquence de la sous-traitance, c'est les conventions collectives. N'y aurait-il pas moyen d'imposer la convention collective la plus favorable en cas de sous-traitance ? Moi, je pense que c'est clairement une piste sur laquelle il faut aller, parce que la sous-traitance, c'est vraiment un moyen de précariser les gens qui est extrêmement puissant et extrêmement utilisé. Et même quand tu dis le ménage, c'est pas forcément le cœur de métier d'EDF. Enfin, c'est des femmes qui travaillent pour certaines depuis des décennies sur le même site. Enfin, c'est leur employeur, il n'y a pas de raison. Ceux qui côtoient, c'est les salariés de l'entreprise. Les délégués syndicaux qu'elles ont, c'est ceux qui sont sur l'entreprise. Donc oui, je pense qu'il faut, je pense qu'il va falloir encadrer très strictement la sous-traitance. Et puis, effectivement, la proposition d'avoir la convention collective la plus favorable, je pense que c'est une piste sur laquelle il faut réfléchir. Alors, du coup, je vais commencer par répondre d'abord à la dernière question, du coup. Sur la question de la convention collective la plus favorable, je pense que malheureusement, le problème ne se situe pas exactement là.
dans le sens où quand tu prends la convention collective des entreprises de propreté et des services associés et la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, c'est grosso modo la même chose. Grosso modo. Il y a des avantages qui existent dans l'une qui n'existent pas forcément dans l'autre. Et l'un dans l'autre, c'est à peu près du pareil au même. Le problème, si tu veux, c'est le fait de priver les salariés des accords collectifs de l'entreprise, qui peuvent, eux, être plus favorables que l'ensemble des conventions. Et comment dire, c'est pour ça qu'on parle d'un 13e mois, on parle par exemple des primes d'intéressement qui peuvent exister, des avantages, enfin des œuvres sociales, des CSE, etc. Donc en fait, c'est un peu de ce point de vue-là où on peut parler de privation des salariés d'avantages sociaux auxquelles ils auraient pu ou elles auraient pu prétendre si elles étaient salariées directement, salariées des hôtels. Oui. Après, oui, dans le cas de l'hôtel Ibis des Batignolles, mais aussi en fait d'un ensemble de grèves qu'on avait menées par le passé, la prime de panier, enfin l'indemnité nourriture plus précisément, elle existe que dans la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Et nous, là-dessus, en fait, on s'appuie sur le fait que si tu travailles dans un établissement où la nourriture est servie, eh bien, ça va de soi que tu sois nourri par l'employeur chez qui tu travailles. Donc oui, après effectivement, on s'appuie aussi sur le fait que cette indemnité est prévue par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Voilà. Donc là, pour le coup, on peut même dire qu'on prend ce qu'il y a de bien dans l'une et dans l'autre. Voilà. Et puis, enfin oui, sur la question comme je l'ai dit au début, en fait, oui, c'est le cœur d'activité d'un hôtel. Donc, en réalité, le recours à la sous-traitance, c'est principalement pour faire des économies. Et là, pour le coup, concernant les hôtels où on a mené ces conflits-là, il s'agissait quand même pas d'un petit hôtel familial. Voilà, c'est quand même des grands groupes. Quand on parle d'Accor, Accor, c'est quand même le premier en France et en Europe, le 6e mondial. Donc, c'est un hôtel qui compte quand même, c'est un groupe qui compte des milliers d'établissements hôteliers. Donc oui, ces économies-là, elles sont très très conséquentes. On ne parle pas de petites centaines d'euros par-ci par-là. On parle vraiment d'économies assez importantes pour l'ensemble de groupes qui inévitablement ou de manière et un peu comme conséquence, va léser des centaines de milliers de salariés. Quand on parle des salariés du nettoyage en France, on parle quand même de 200 000 en Île-de-France et 500 000 en France. C'est pas rien. C'est absolument pas rien. Et une bonne partie de ces salariés-là, en tout cas une concentration des salariés du nettoyage, travaillent dans l'hôtellerie. Quand on parle d'un hôtel comme l'Ibis des Batignolles, on a une soixantaine de salariés sous-traités. Quand à l'hôtel Hyatt Vendôme, il y a environ 70 à 80 salariés sous-traités. Donc c'est pas un ou deux salariés qui vont nettoyer un petit local. C'est vraiment une concentration de salariés. Et comme je l'ai dit, c'est 200 000 en Île-de-France, 500 000 en France. Donc c'est quand même effectivement des économies assez importantes qui sont littéralement réalisées sur le dos de ces salariés. Sur la question de la limitation de la sous-traitance, moi je suis absolument favorable en fait à un encadrement. D'ailleurs, je rappelle que le groupe parlementaire de l'AFI avait proposé une loi en 2020 qui va dans ce sens, notamment dans un sens qui va dans le sens de l'égalité de traitement entre salariés sous-traités et salariés internes. Et malheureusement, ce texte a été vidé de tout son sens. D'ailleurs, François Ruffin, qui avait porté ce texte-là, avait lui-même voté contre, parce que le texte a été vidé de toute sa consistance, quoi. Donc oui, mais malheureusement, en fait, on est encore un peu loin. Après, pour ce que tu avais dit sur les scopes, j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi à ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, la vraie problématique, c'est
en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment la problématique de l'internalisation des services sous-traités. Parce que, on a parlé, j'ai évoqué la question des objectifs économiques derrière la sous-traitance, mais il y a aussi des objectifs, politiques et idéologiques qui visent à diviser les salariés et à les empêcher de créer des collectifs de lutte, pourquoi pas, ou de mobilisation sur un même lieu de travail. Moi, j'entends tout ce qui est dit parfois par la gauche et l'extrême gauche en France sur la question de la nécessité d'un travail sur la conscience des salariés, mais de mon petit point de vue, c'est absolument pas suffisant. Parce que la conscience, moi j'ai un peu du mal avec la conscience pure ou une espèce d'illumination qui peut tomber comme ça sur les salariés. Je pense que les salariés se mobilisent principalement et de manière, manière principale, pour des choses concrètes. Et un salarié qui a un 13e mois ne va pas forcément se mobiliser pour que son collègue à côté, qui n'a pas de 13e mois, en ait un. Les salariés se mobilisent pour des choses concrètes. Et je pense que les employeurs ont vraiment compris ça. Et c'est pour ça qu'ils créent des inégalités par le recours à la sous-traitance, par le recours au CDD, par le recours à l'intérim, par les divisions, les inégalités de salaire hommes-femmes, personnes immigrées ou pas, etc., par un ensemble de politiques pour justement empêcher les possibilités même de mobilisation. Et dans un contexte de montée de plus en plus importante, y compris du chômage, et d'une mise en concurrence, parce que c'est quand même aussi, ça relève d'une mise en concurrence, de la politique, de l'accélération, en tout cas de l'aggravation de la mise en concurrence des salariés, eh bien, il est quand même très très difficile de parler, en tout cas de mon point de vue, une fois de plus, d'une conscience pure ou du fait que on va attendre que la conscience tombe comme ça sur la tête des uns et des autres pour les pousser à se mobiliser. Je pense que les salariés se mobilisent quand même pour pas simplement par solidarité, mais pour avoir du contenu, pour avoir des choses très concrètement. Moi, j'ai assisté, on pourra peut-être y revenir dans le débat, oui, mais il y a quand même un ensemble d'établissements où j'étais intervenue, où les salariés ont complètement intégré ces inégalités. C'est-à-dire dire oui, en fait, limite, le fait qu'il y ait de l'intérim va nous permettre effectivement d'avoir une prime d'intéressement plus conséquente. C'est un genre de réflexion malheureusement qu'on peut malheureusement entendre. Merci. Ouais, ça reflète exactement ce que je vis aussi à EDF, avec une difficulté d'embarquer les gens pour défendre les sous-traitants. Et nous, à EDF, ça représente des bouts de chandelle pour EDF, le fait de sous-traiter des activités comme ça. Mais je pense que l'objectif, c'est plutôt de précariser et de diviser, d'empêcher que se créent des vrais collectifs de travail. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant sur un peu des informations un peu plus générales. Vous n'hésitez pas à poser des questions en cours si vous voulez. Et puis, encore une fois, après, on pourra revenir un peu sur tout ce que vous souhaitez. Donc, Pierre, si tu peux peut-être nous dresser une brève histoire du SMIC, qui est devenu le SMIC en France. Quand est-ce que ça a été créé, puis comment ça a évolué? Donc 70 ans, tu me donnes combien de temps? 3 minutes. Alors, 1936, loi sur les conventions collectives, donc ça marche assez bien, on signe beaucoup de conventions collectives. 1939, c'est la guerre, le gouvernement suspend ce dispositif. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en 1950, il veut redonner la liberté de négociation dans le cadre de ces conventions collectives. Et donc, ça s'accompagne aussi d'une revendication qui est d'instaurer un plancher sur le salaire minimum. Et donc, on arrive là assez vite quand même à la loi de février 1950 sur la création du salaire minimum interprofessionnel garanti. Alors, il faut fixer, la première question qui se pose, c'est de fixer le niveau de ce salaire. Donc là, le gouvernement donne mission à la Commission supérieure des conventions collectives, elle s'appelle comme ça à l'époque, de discuter de cette question. Donc dans cette commission, il y a des représentants des salariés, des employeurs, et il y a aussi des représentants de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Sans grande surprise, il n'y a pas d'accord entre ces différents interlocuteurs. Donc, le gouvernement décide unilatéralement de définir un niveau du SMIC. Il fixe une première fois le niveau du SMIC. Mais
aucun mécanisme d'indexation n'est prévu à l'époque. Alors, juste pour préciser, à l'époque, il y a aussi des différences selon les régions. Par exemple, entre la région parisienne et la zone la plus faible du SMIC, il y a un écart de 20% quand même sur le montant du SMIC. Voilà. Je vais assez vite. Alors, dans les années qui suivent, 51, 52, l'inflation est quand même relativement forte. Donc, évidemment, les salariés revendiquent des augmentations de salaire. Mais aucun mécanisme d'indexation n'est prévu. Donc, c'est au gouvernement de fixer à chaque fois ce niveau. Sous la pression syndicale, et notamment les grandes grèves de 1953, le gouvernement accepte la demande des syndicats de renégocier, de remettre sur la table la question de ce fameux budget type qui doit servir de base, non seulement donc, du coup, à la fixation du niveau, mais aussi à la fixation de l'évolution en suivant le coût de la vie. Donc, nouvelle réunion de la commission qui vote à la majorité, mais sans les voix du patronat, un nouveau montant substantiellement élevé, bon, qui ne nous parle pas beaucoup aujourd'hui, c'est des anciens francs, mais il faut quand même savoir que ça concernait ce niveau du salaire minimum 6,5 millions de salariés. Donc c'était quelque chose d'important à l'époque. C'était, ce point de départ était un repère important pour le monde salarial. Et donc on réenclenche, les années se suivent, mais toujours pas d'accord sur la façon de réévaluer ce SMIC. Et donc là, c'est le gouvernement qui va, année après année, prendre cette décision. Et c'est ce qu'on appelle pendant toute une dizaine, quinzaine d'années, la politique de l'indice. Parce qu'à l'époque, le panier de biens et services sur lequel est calculé l'indice des prix, sur lequel se fonde le gouvernement, est public. Donc il suffit très facilement de manipuler cet indice. Et le gouvernement Mollet le fera de façon très explicite en 1956 en détaxant des produits, en les subventionnant pour freiner l'indice qui sert de revalorisation au salaire minimum, jusqu'à ce qu'en 1966, il accepte, le gouvernement, de retenir l'indice des prix INSEE, qui est calculé par ailleurs, mais qui n'est pas retenu. Voilà. Première étape, donc je résume, 1950-1967, le salaire minimum évolue grosso modo comme l'inflation, c'est-à-dire, en chiffres ronds, c'est plus de 70%. Durant la même période, le salaire moyen ouvrier évolue de 2 fois plus vite, de 144%. Donc il y a un décrochage massif, même s'il n'y a aucune indexation, et on est quand même dans une période de croissance assez forte, comme tout le monde s'en souvient. Ça ne va pas du tout dans le monde salarial, donc c'est l'explosion de B68. Là, gros coup d'accélérateur, si je puis dire, plus 35%, quand même. Et puis, dans la foulée, là on arrive au 1er janvier 1970, la création de ce qui est aujourd'hui le SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Et la principale différence avec le SMIC, comme son nom l'indique, c'est qu'il est indexé sur la croissance. Indexé, oui, mais quand même en partie. Parce qu'il y a une indexation automatique sur l'inflation si l'inflation dépasse un certain taux. Enfin bon, ça, je passe là-dessus. Il y a une indexation légale, mais qui n'est que de la moitié du salaire ouvrier moyen. C'est-à-dire que si le salaire ouvrier, la moitié du pouvoir d'achat du salaire ouvrier moyen. Et donc, si on veut aller au-delà, ce sont les fameux coups de pouce. Mais c'est à la discrétion du gouvernement. Donc, d'ailleurs, les organisations syndicales de l'époque sont pas très contentes parce que, pourquoi avoir choisi qu'une indexation partielle alors que toutes les 20 années précédentes ont montré que c'était précisément ce décrochage qui posait problème aux salariés. Après, on entre dans une seconde période. Alors, 3 minutes, j'ai largement dépassé là. Les années 70, première moitié des années 70, là, il y a une revalorisation du SMIC qui va au-delà du pouvoir de la norme légale et le coup de pouce sont substantiels. C'est, si certains s'en souviennent, la politique de revalorisation du travail manuel portée par Lionel Stolleruc, qui était un des ministres de Giscard. Mais bon, ça dure quelques années. À partir de 76, donc très très vite quand même, le salaire, le SMIC augmente moins vite que le salaire ouvrier moyen. Et on arrive à 81 avec la revalorisation de 10%. Dernier coup de pouce substantiel. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 40 ans, c'est la dernière hausse substantielle du SMIC.
enfin, en termes de coup de pouce, je veux dire, puisqu'après, grosso modo, on aura un salaire minimum, un SMIC, qui va évoluer selon les normes légales, avec des coups de pouce qui sont des pichenettes, hein, même pas. En général, c'est de l'ordre de 1%, et en général, c'est calé sur l'élection présidentielle, c'est-à-dire c'est un peu le fait du prince qui arrive et qui dit bah, moi, je fais plaisir aux salariés, entre guillemets, je leur accorde un coup de pouce. Sauf quelques présidents qui ont inauguré la pratique du gel, du coup de pouce, si je puis dire. Sarkozy en 2007 et puis évidemment Macron en 2017. Voilà. Donc on est depuis 20 ans sur un salaire minimum qui n'a quasiment pas eu de coup de pouce. La seule augmentation notable du salaire minimum, elle est due à un autre phénomène qui est celui des 35 heures. Au moment du passage aux 35 heures, donc évidemment, on fait 35 heures payées 39, parce que sinon le salarié y perdrait, surtout au niveau du salaire minimum. Et donc, suivant la date à laquelle les entreprises passent au salaire minimum, il y a une garantie mensuelle des rémunérations, qu'on appelait à l'époque, qui permet de maintenir le salaire, enfin de ne pas perdre de salaire quand on diminue la durée du travail. Donc ça s'enchaîne pendant quelques années. Et à un moment donné, donc, il faut, disons, finir ce système, c'est-à-dire ajuster finalement toutes les garanties sur le niveau le plus haut, et ça le dispositif Fillon de 2005. Et donc là, dans cette période-là, alors on suspend le mécanisme de revalorisation de coup de pouce et tout ça, mais ce mécanisme fait quand même que le SMIC, l'évolution du salaire minimum se maintient à un niveau relativement sensible, et en tout cas bien différent de ce qu'on avait observé auparavant. On arrive à 2010, si je ne me trompe pas, parce que moi j'ai toujours un problème avec les dates, et le gouvernement, 10, oui, 3 x 4, 12, c'est ça. Le gouvernement crée le groupe d'experts sur le SMIC. Le groupe est chargé de formuler des recommandations sur l'indexation, l'évolution du SMIC, donc son évolution. Les syndicats, bon, je résume la position syndicale, pour le coup relativement unanime, c'est à quoi ça sert, puisque c'est une décision politique, pourquoi demander à des experts. Bon. En tout cas, c'est la position de la CGT, de FO et de bien d'autres. Et parallèlement, il modifie légèrement le mécanisme d'indexation, c'est-à-dire que désormais, ce sera le 1er janvier la réévaluation et pas le 1er juillet, mais ça, c'est pas important. Mais surtout, l'indice des prix est calé sur l'évolution des prix des ménages aux plus bas revenus, des 20% des plus bas revenus, donc léger changement, parce que une des revendications syndicales, ça va être de dire oui, mais l'indice des prix moyen, il ne reflète pas l'évolution du coût de la vie des ménages aux plus bas revenus. Bon, ça, c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que dans le mécanisme d'indexation, sur le pouvoir d'achat, on passe du salaire ouvrier, horaire ouvrier, enfin bon, au salaire horaire ouvrier et employé, puisque de plus en plus d'employés sont d'abord font partie de la main-d'œuvre et sont employés à des niveaux de rémunération très très faibles. Voilà. Je peux m'arrêter temporairement. Il y a une autre histoire, mais qui est un peu décalée par rapport à la stricte histoire du SMIC. Voilà. Une miration, éventuellement. Peut-être on va faire, pour compléter, un rapide tour d'horizon de ce qui se passe ailleurs qu'en France. Alors en Europe, tous les pays n'ont pas de SMIC, mais ça progresse. Donc on est à 20 pays sur 27 de l'Union européenne qui ont un SMIC. Certains qui l'ont acquis relativement récemment, comme en Allemagne, l'Allemagne en 2015. Et bon, la Grande-Bretagne, qui est maintenant plus dans l'UE, c'est aussi... Ça date des années 90, tu me disais à peu près, hein, 98. Bon, un niveau de SMIC, évidemment, qui est très différent d'un pays à l'autre. Hein. Ça va de 312 € bruts par mois en Bulgarie jusqu'à 2140 € au Luxembourg, donc un rapport de 1 à 7. Alors, si on le rapporte au niveau de vie des pays, l'écart est moindre, mais on a quand même un grand écart. Tu me disais d'ailleurs, en fait, Pierre, que la CES et les syndicats de certains pays n'ont pas forcément poussé à un SMIC. Et il y a donc les 7 pays qui n'ont pas encore de SMIC. Il y a notamment les pays du Nord, hein, la Norvège, la Finlande, le Danemark, aussi l'Italie, puis Chypre, l'Autriche. Et c'est des pays où en fait, les syndicats sont parfois forts et préfèrent une approche, enfin, ou un peu se méfient un peu de l'État, on va dire. Oui, enfin, disons que ce qui est certain, c'est qu'il y a un attachement très très fort
au maintien du rôle primordial de la négociation collective dans ces pays, notamment dans les pays nordiques, qui tient au fait que ces pays sont syndicalement forts. Hein. Il y a des taux de syndicalisation qui restent très très élevés, de l'ordre de 70-80%. Et ces syndicats pensent que c'est important pour eux de préserver ce rôle de la négociation collective. Ça a d'ailleurs été le cas en Allemagne pendant très longtemps. Hein. Les syndicats allemands ont très longtemps été opposés, non pas à un salaire minimum, puisqu'ils le négocient, mais à un salaire minimum légal, parce qu'ils avaient peur que ça tire vers le bas, finalement, les salaires qu'ils négociaient, eux, dans les branches. C'est ça le risque, c'est ça, hein, c'est que le salaire minimum légal il soit fixé un peu bas et que ce que les syndicats arrivent à négocier compte tenu du rapport de force qu'ils peuvent imposer dans certaines branches, se finissent par être grignotés, disons, par ce point d'attraction que serait le salaire minimum légal. Et c'est bon. Oui, alors on a invité aussi un représentant d'un grand syndicat suisse qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. Ils ont organisé, il y a eu des référendums en Suisse pour imposer un salaire minimum qui n'existe pas en Suisse. Il existe dans certains cantons, il existait notamment dans le Jura, à Neuchâtel. Et là, ils ont obtenu en septembre dernier un SMIC, donc par référendum, dans le canton de Genève, qui est un canton très riche. Alors évidemment, quand on entend, c'est un salaire à 3 000 €, ce qui paraît délirant pour nous, mais quand on regarde par rapport au salaire médian, donc au calcul du seuil de pauvreté, en fait, ça représente quasiment le seuil de pauvreté. Mais bon, donc ils ont fait une vraie campagne autour de ça. Ça concerne à peu près 10% des travailleurs et ça leur change un peu les choses. Après, au niveau mondial, il y a aussi l'exemple de ce qui s'est passé, des annonces qui ont été faites aux États-Unis. Alors, le contexte est un peu différent. Je vais juste en dire deux mots. Joe Biden, dans sa campagne dans sa campagne présidentielle, avait fait la promesse d'augmenter le SMIC à 15 € alors qu'il est aujourd'hui autour de 11 €. Il a essayé de le faire passer dans le plan de relance. Ça a été, pour l'instant, il a mis un peu en retrait parce que le Sénat ne voulait pas le voter. Mais donc c'est une promesse de fin de campagne. Et pour l'instant, en tout cas, ça va s'appliquer à tous les personnels fédéraux sous contrat. Donc maintenant, ce qui est intéressant, donc on a parlé beaucoup du SMIC. Tu as développé avec d'autres collègues de Copernic, vous avez écrit un manifeste pour une société plus juste. Donc pour à la fois relever les hauts salaires relever les bas salaires et plafonner les hauts salaires. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été votre démarche pour définir ce qu'on appelle le salaire minimum et pour définir le plafonnement aussi? Oui, alors cette démarche, elle s'appuie plutôt sur un travail qui a été au départ commandité par l'OMPES, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, qui a été supprimé par ce gouvernement il y a 2 ans, mais bon, voilà. Mais heureusement, il avait réussi à mener ce travail. Donc ça porte le nom de budget de référence. Et donc je vais d'abord expliquer ce que c'est que les budgets de référence, et puis après je reviendrai à la démarche qui articule la définition de ce minimum, qu'on appelle budget de référence, avec la définition d'un maximum ou d'un plafond de salaire. L'idée d'un budget de référence, c'est de définir la démarche qui a été initiée par les chercheurs britanniques, c'est de réunir des groupes de citoyens pour qu'ils aboutissent, à travers une délibération participative et une argumentation, à définir le contenu très détaillé d'un panier de biens et services minimum nécessaire pour avoir accès à un niveau de vie minimum décent. Donc c'est fait évidemment en fonction de chaque configuration familiale spécifique qui est étudiée. Les besoins d'un célibataire ne sont pas les mêmes qu'un besoin d'un couple avec des enfants. Donc la démarche est démultipliée par autant de ménages types, on va dire. Et donc c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un processus qui est assez long, qui est très riche et qui se traduit essentiellement par cette liste très détaillée de biens et services. Pour vous donner une idée, on retrouve quelques centaines d'articles dans cette liste. C'est-à-dire qu'il y a le nombre de tables, de chaises, de canapés, les équipements, tout ce qui est considéré comme nécessaire. Et j'insiste là-dessus, c'est aussi un consensus qui est éclairé par les experts, c'est-à-dire qu'on donne des points de repère
aux gens, hein, pour leur dire, voilà, pour les aider, disons, à s'informer sur une certaine réalité, mais c'est eux qui ont le dernier mot au bout du compte. Une fois ce travail effectué, les chercheurs passent par là, et comme ils ont toutes les informations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement la liste, mais il y a aussi la qualité, la quantité, la fréquence d'achat, on peut chiffrer le coût de ce panier, et c'est ce chiffre qu'on retient dans le débat public. Voilà. Donc, alors, je vais quand même vous donner quelques ordres de grandeur actualisés, parce que c'était les chiffres qui portaient sur 2015, mais je les ai actualisés à 2019. Bon, enfin, ça, je pas énormément. Pour un célibataire, le budget de référence, budget de référence, concrètement, ça veut dire ce qu'on peut dépenser à la fin de chaque mois pour acheter des biens et services considérés comme nécessaires. Voilà, c'est le revenu disponible dans le jargon des économistes. Donc pour un célibataire, c'est 1 568 euros. Pour un couple sans enfants, c'est 2 156 euros. Et pour un couple avec 2 enfants, c'est 2 923 euros. Voilà. Alors l'idée, à partir de là, c'est de dire, voilà, si on veut faire société, en fait, il faut permettre à tous d'avoir accès à ce qui permet de participer au minimum à la vie sociale, et notamment à ce panier de biens et services. Il se trouve que dans la société française d'aujourd'hui, environ un gros tiers de la population française n'atteint pas le niveau que je viens de vous dire. On est bien au-dessus du seuil de pauvreté, qui est de l'ordre, pour un célibataire, pour fixer les idées, d'un peu plus de 1 000 euros par mois. Mais ce n'est pas la même chose. Le seuil de pauvreté, c'est le niveau au-dessous duquel on est à peu près certain, malheureusement, d'être privé dans sa vie quasi quotidienne. Et le seuil le budget de référence, c'était un seuil d'inclusion. C'est-à-dire, au contraire, à partir de ce seuil, on est à peu près assuré de ne pas avoir de privation. Et l'écart est effectivement important, et je ne rentre pas dans les détails, mais quand on pose la question aux gens, on retombe sur les mêmes ordres de grandeur et ce même décalage. Donc ce n'est pas du tout la même chose qu'un seuil de pauvreté, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un seuil d'inclusion. Donc l'idée, c'est de dire, on va prendre ça comme base, comme point de référence minimum. Voilà. Si on veut faire société, il faut que tout le monde puisse y avoir accès, y compris dans cette dimension marchande, consommatrice, enfin, pour satisfaire ses besoins, pour être plus précis. Il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas y accéder, donc il faudrait procéder à un certain rééquilibrage des revenus. Si on voulait que ces 35% puissent avoir accès à ce minimum. Et l'idée, c'est de dire, si on devait faire ça, il faudrait commencer par diminuer les revenus des personnes qui sont les plus riches, en fait, jusqu'à obtenir le montant de ressources nécessaires pour que tout le monde ait au moins accès à ce minimum. Donc on fait ce calcul, on abaisse progressivement le niveau des plus élevés. Et quand on a recueilli le montant des ressources nécessaires pour assurer ce minimum à tout le monde, on a défini un seuil. Un seuil qui est le seuil au-dessus duquel on ne peut pas aller, sinon on prend en quelque sorte les ressources nécessaires pour que tout le monde fasse société. Voilà. Donc cette démarche, qui nécessite quelques calculs, mais l'idée c'est ça, on articule un plancher minimum de satisfaction des besoins avec, compte tenu du fait que les ressources sont limitées, parce que c'est ça aussi la question, on le sait aujourd'hui, à un moment donné, les ressources elles sont limitées, on sait aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais que la contrainte environnementale, écologique impose de toute façon aussi au moins de stabiliser nos consommations. Donc on ne peut pas miser sur la croissance pour porter... et donc, quand on articule la définition de ce minimum avec cette idée, on définit un plafond de ressources. Vous attendez tous le chiffre, évidemment. C'est toujours pareil, les gens, on attend des chiffres. Bon, un ordre de grandeur, c'est que ça définit une échelle de 1 à 4 en termes de niveau de vie. On retrouve à peu près la même chose en termes de salaire. C'est-à-dire que si on veut permettre à tous les membres de la société française de participer au minimum à la société, il ne faut pas, je vous ai dit, je prends l'exemple du célibataire pour vous donner un ordre de grandeur simple et voilà, aisément, qu'on peut se représenter facilement. C'est grosso modo un peu plus de 1 500 euros par mois pour un célibataire. Ça ne serait pas plus de 6 000 euros net en plafond. Donc voilà, ça permet de définir une cible
Évidemment, on ne peut pas y aller tout de suite. Donc, il y a un autre débat qui fait comment aller vers cet objectif. Mais c'est ça la démarche qui est présentée dans le manifeste Copernic. Un point de vue moral, en disant au-delà, c'est trop, c'est vraiment si on veut financer pour tout le monde un revenu considéré comme le revenu d'inclusion décent, alors il faut prendre l'argent en coupant les revenus à partir de 6 000 euros. Oui, oui. Alors, tu fais bien insister sur cet aspect moral. C'est pas du tout une vision moralisatrice. Je veux dire, il y a des tas de situations dans la vie, et peut-être même ici, il y a des gens qui dépassent ce plafond. Et ça, mais je veux dire, sans le vouloir. Enfin, je veux dire, les circonstances de la vie peuvent faire que, bon, voilà, on a atteint un certain degré de niveau de vie. Si on a hérité, par exemple, voilà, ben, bon, et donc c'est pas du tout ce côté moral, c'est plus l'idée, c'est vraiment l'important, c'est qu'on fasse tous société et donc qu'on puisse permettre à tous d'avoir accès à ce minimum. Et la condition simplement nécessaire, c'est que on limite les écarts. Et la façon la plus raisonnable de le faire, vous pourrez en imaginer d'autres, hein, mais la façon la plus raisonnable de le faire, en tout cas celle qu'on défend dans le ministère Copernic, c'est de commencer par diminuer les revenus des personnes les plus riches. Vous m'entendez là ? On va peut-être prendre des questions si vous en avez, puis on pourra revenir sur des points, notamment sur les autres revenus que les salaires, par exemple, sur la question de l'impôt, sur la question des services publics. Oui, alors on parle de la France, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans l'Europe et que malheureusement, on ne décidera rien tout seul. Vous avez parlé du SMIC, mais existera-t-il dans l'avenir un SMIC européen, un salaire minimum européen, qui permettrait éventuellement d'arrêter la problématique des travailleurs détachés ? Alors, sur le SMIC européen, alors, je pense que tu as fait une petite coquille tout à l'heure. Enfin, ou alors j'ai mal entendu, mais la position de la CES, c'est pas un chiffre, hein. Tu as dit 400 euros. La position de la CES, donc en très rapide, le processus qui est enclenché là, au niveau de l'Union européenne, justement, c'est une directive de l'Union européenne qui est dans un processus d'élaboration. Une première mouture a été faite en fin 2020, qui est de définir un salaire minimum décent. Voilà. Donc, bon, je passe sur les étapes. La position actuelle de la Confédération européenne des syndicats, c'est donc dans ce texte, il n'y a pour l'instant aucun indicateur chiffré. Hein. La position de la CES, c'est de dire ce salaire minimum, il faudrait définir un niveau, mais un niveau qui soit relatif à chaque pays. Et je termine juste, après on discutera. Et donc les indicateurs fixés par la CES, il ne faut pas que le salaire soit inférieur soit à 60% du salaire brut médian, soit à 50% du salaire brut moyen. Juste quand même, c'est intéressant de voir qu'en France, si on prend la référence à la médiane, le SMIC actuel est légèrement au-dessus d'1%. Si on prend la référence à la moyenne, il est légèrement au-dessous, de 4%. Donc on est ric-rac par rapport à... Maintenant, comment engager un processus de convergence ? Est-ce que, je ne sais pas si on enclenche déjà la discussion sur les travailleurs détachés ou pas. Moi, elle doit arriver au Parlement européen à la rentrée, là, à l'automne, et elle sera, comme on dit, à l'agenda de la prochaine présidence européenne, qui sera, comme vous le savez sans doute, la France sera... Enfin, c'est Macron, quoi, voilà. Vous voyez les choses simplement. Voilà. Qui portera ça. Et d'ailleurs, je disais, justement, c'est ce que je te disais, qu'il avait eu une discussion avec des représentants à la fois syndicaux et politiques suédois pour les convaincre de mettre en place un salaire minimum légal. Ce qui, à mon avis, n'est pas la priorité. Moi, je comprends un peu les Suédois quand même. Hein. Mais bon, c'est un autre débat. Mais je pense qu'ils ont... Ça correspond à leur histoire. Et je pense que politiquement, les syndicats suédois ont raison de
de refuser comme ils l'ont fait longtemps, aujourd'hui en tout cas, peut-être que ce ne sera pas comme ça dans 20 ans. Voilà, donc le processus c'est celui-là. Je pense pas. Alors la question après, elle n'est pas seulement celle des travailleurs détachés, elle est aussi celle de la concurrence en général. Mais je veux dire, elle ne peut pas être posée. Alors, on enclenche le débat sur les travailleurs détachés. Bon, enfin, ce que je pense personnellement de la question, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'avantages sur le papier pour une entreprise à embaucher des travailleurs détachés. Sauf qu'on se retrouve un peu dans une situation qui est un peu... qui présente une analogie avec la sous-traitance, c'est-à-dire qu'il y a une pression et un rapport de force qui est beaucoup plus facile à exercer sur les travailleurs détachés que sur les travailleurs nationaux. Ça, c'est certain. Le gros problème quand même, mais normalement, ils doivent suivre les conventions et les règles légales du pays. Le problème, c'est que... Oui, non, mais le problème, la non-application de la loi, c'est une chose, mais qui vaut aussi, quand même, de plus en plus pour... Enfin, on a eu l'exemple tout à l'heure de l'hôtellerie, et tu le disais très bien, les employeurs font comme ça, c'est illégal, mais ils le font quand même. Et ça tient au fait à l'indigence, quand même, dans laquelle on a laissé l'inspection du travail, et pas uniquement qu'elle, d'ailleurs, aujourd'hui dans notre pays. Donc, on ne peut pas mettre sur le compte de la non-application de la loi une question qui est juste. Oui, ça m'a fait penser tout à l'heure, il y a un secteur qui pratique la sous-traitance depuis très très longtemps. Dans son cœur de métier, c'est quand même le bâtiment, à ma connaissance. La cascade de sous-traitants de bâtiments, je ne suis pas sûr, sincèrement, que les travailleurs détachés changent énormément de choses dans ce secteur. Mais bon. Oui, moi, je pouvais prendre la... Il y a... Ouais, d'accord. Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question sur les... Moi, j'ai une question sur les machines. Parce qu'on parlait il y a quelques années de taxer les machines, c'est quand même producteur de richesse et puis ça remplace quand même des salariés. Je veux dire, quand on sait, je ne sais pas, qu'une caissière à l'époque où c'était la calculatrice, où on ne scannait pas, enfin voilà, c'est quand même un producteur de richesse et on parlait de taxer les machines. On n'entend plus parler, je voulais savoir si d'un point de vue voilà, économique, ça ne serait pas non plus une piste pour pouvoir récupérer un peu d'argent pour pouvoir redistribuer. Enfin, il y a un grand débat à gauche et dans les syndicats sur ça recoupe l'assiette des cotisations sociales. Aujourd'hui, une grande partie des prélèvements obligatoires, ce sont les cotisations sociales qui sont pour l'essentiel basées sur les salaires. Et donc, effectivement, ça pénalise les entreprises qui emploient des travailleurs par rapport à celles qui sont très automatisées. Alors, il y a eu une évolution quand même, hein, notamment avec la CSG. L'assiette de cotisation tend à s'élargir et il commence à y avoir de plus en plus de revendications là-dessus, c'est-à-dire étendre l'assiette de cotisation de manière à taxer finalement le bénéfice de l'entreprise, que ça soit fait à partir, qu'il y ait beaucoup de main-d'œuvre et qui ait contribué ou pas. Moi, personnellement, je pense que c'est une très bonne piste parce que continuer à taxer comme ça uniquement sur les salaires, effectivement, ça pose des questions. Même si après, faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'il faut automatiser comme tâche et qu'est-ce qu'il ne faut pas automatiser, tout en garantissant un emploi à chacun. Mais des emplois, on peut en créer énormément pour la transition énergétique ou en réduisant le temps de travail. Sachant que, je précise juste un point, c'est pour le coup une espèce de réflexion personnelle, mais je pense que dans le remplacement des caissières par des caisses automatiques, il n'y a pas... c'est pas une annulation, une réduction du travail lui-même, c'est-à-dire que le travail, de mon point de vue, il est transféré, c'est-à-dire qu'il est plus assuré par des caissières, mais plutôt par des usagers. En réalité, alors qu'en fait il y a un tas de métiers où effectivement l'outil entre guillemets, parce que moi je suis pas foncièrement contre le développement technologique, y compris pour remplacer l'être humain. Je le précise simplement. Il y a des métiers où par exemple typiquement remplacer le balai par
par certains autres outils pour aller plus vite, mettre en place des lève-lits par exemple dans les hôtels pour que les femmes de chambre n'aient plus à le faire, à tirer, etc. Ça, effectivement, c'est des choses... j'ai envie de dire, c'est de bon sens, dans le sens où voilà, ça permet d'atténuer en tout cas la pénibilité de certaines tâches. Alors que concrètement, dans le cas des caissières, moi, parfois, je considère que c'est un peu une grosse arnaque parce que c'est triste, quoi. Oui, non, mais bien évidemment, la richesse, elle est faite. Oui, non, mais je suis... je pense qu'effectivement, la piste, elle est absolument intéressante en fait, à réfléchir. Enfin, j'avoue que personnellement, je n'avais pas pris le temps de le faire. Mais en tout cas, j'ai simplement réfléchi en fait, à l'exemple de caissière. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, je refuse de passer en caisse automatique par principe. Mais entre autres, pour le principe de ne pas faire le travail d'une autre personne. Rajouter, on a parlé jusqu'à maintenant de salaire net, mais la richesse d'un ménage ou de quelqu'un, c'est aussi le salaire mutualisé, socialisé, on peut le dire comme on veut. Juste un petit chiffre sur, quand on regarde la comptabilité nationale, sur 100 € que reçoit à quelqu'un, il y en a à peu près les 2/3 qui viennent de ce qu'on appelle les revenus d'activité, c'est-à-dire soit le salaire, soit les retraites pour les retraités, soit les cotisations chômage, par exemple, pour les chômeurs. Il y en a 13% qui sont des revenus du capital, donc c'est soit les intérêts de placement, soit en fait pour l'essentiel, ce sont des revenus de loyer. Mais alors loyer, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un locataire et qu'on reçoit son loyer, c'est-à-dire que quand on est propriétaire, on considère que c'est comme si on bénéficiait d'un loyer. C'est ce qu'on appelle les loyers induits, je ne sais plus comment on dit ça, imputés. Et puis, il y a 20%, donc 1/5 des richesses, qui sont en fait des transferts gratuits, c'est-à-dire le fait d'avoir accès aux services publics, à l'éducation, à la santé, etc. Et donc, cette part-là, moi, je pense qu'il faut aller vers une augmentation de cette part, parce que c'est aussi, et c'est peut-être même principalement, une grande source de redistribution. Ça permet à chacun de bénéficier des biens nécessaires. Ah, oui, absolument. Moi, je voulais revenir sur cette histoire-là, donc sur la thématique des écarts de salaire et de la redistribution des richesses. Déjà pour dire que je ne connaissais pas du tout ce travail et cette méthode de calcul concernant le budget référence, la somme plancher pour que tout le monde ait ce budget de référence. Et c'est vraiment bien, notamment dans la différence que ça fait avec le seuil de pauvreté. Mais alors je me demandais, disons, les moyens pour pouvoir mettre en place une efficace redistribution des richesses entre un écart de salaire donc de 1 à 20 ou de même moins, parce que je pense que la morale doit aussi, à un moment donné, intervenir. Qu'est-ce qui peut justifier que tel individu a 100 fois plus de besoins qu'un autre? On peut se poser aussi la question, mais bon, mettons-la de côté pour l'instant. Est-ce que c'est donc être la loi qui fixe ce 1 à 20, ou est-ce qu'on peut aussi passer par l'impôt, c'est-à-dire que si on estime que, comme c'est également dans le programme, étendre les tranches d'impôt sur le revenu en ayant une tranche supérieure, donc une 14e éventuelle, selon les modalités évidemment qu'on veut faire pour l'impôt sur le revenu, une dernière tranche où on prend tout, au-delà d'un certain seuil, là, ça fixe donc un salaire maximum si au-delà on prend tout. Quel est le plus efficace et le plus juste? Parce que, à la rigueur, le risque qu'il y aurait, c'est que, dans les deux cas, c'est que si de 1 à 20, par la loi, on fixe pour telle entreprise un écart de 1 à 20, bon, on en connaît des pingres, disons, qui vont vouloir réduire, on va dire, la masse salariale, comme on peut l'entendre des fois pour les clubs de foot, réduire la masse salariale, donc c'est foutre du monde dehors, avec la possibilité d'interdire certains licenciements, bien entendu. Et en même temps, de l'autre côté, avec un seuil à 300 000, par exemple, au-delà duquel on prend tout par l'impôt, là, l'écart de 1 à 20, il pourrait toujours y en avoir un à 300 000, les autres à 10 000, 15 000, 20 000, et l'écart resterait. Donc, c'est
le meilleur moyen pour accéder à cette redistribution, parce qu'il ne faut pas nier aussi le pouvoir qu'a l'impôt de redistribuer, même si ça se fait sous d'autres formes que le salaire, évidemment. Donc voilà, si on met en balance ces deux systèmes, est-ce qu'on les articule? Est-ce qu'on en choisit, on en privilégie un par rapport à l'autre? Voilà. Oui, alors on entre sur le second volet qui est beaucoup plus compliqué. C'est comment on fait. Moi, j'insiste, mais bon, je pense qu'on peut débattre. Hein. Moi, j'insiste toujours sur le fait qu'il ne s'agit pas de plafonner pour le plaisir de plafonner. C'est un peu ça quand tu disais visée moralatrice. L'objectif final, c'est quand même que toute la population ait accès à un minimum. Donc c'est ça qu'il faut viser à travers les mesures qu'on veut développer. Après, on peut avoir envie d'afficher une mesure confiscatoire. Ça peut être, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'objectif poursuivi dans la démarche qu'on a initiée à Copernic. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai été très court tout à l'heure sur les budgets de référence, j'ai dit qu'ils étaient très riches. Il y a une première phase où on interroge de façon très libre les participants, les groupes, sur qu'est-ce que c'est qu'un niveau minimum décent, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour avoir un niveau de vie décent. Et ce qui ressort quand même systématiquement, il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi un emploi. Donc on l'a noté dans le travail qui a été fait en France. Moi, il se trouve que j'ai coordonné aussi un autre travail exactement de même nature en Tunisie, et on retrouve exactement la même chose. Enfin, je parle de l'emploi. C'est-à-dire que parmi ce qui est nécessaire pour avoir un niveau de vie décent, il n'y a pas, et l'emploi, on n'achète pas. Je veux dire... Donc j'insiste là-dessus parce que, et ça va aussi avec ce que Anne disait tout à l'heure, c'est-à-dire, là, quand on prend les budgets de référence, on se concentre sur les ressources monétaires qui sont nécessaires dans un monde marchand pour avoir accès à des ressources qui sont vendues sur un marché. Mais, miracle, il y a des choses qui ne sont pas marchandes, et miracle encore qui existe, et ça s'appelle des services publics, comme l'éducation et la santé, qui contribuent aussi à la satisfaction des besoins. Donc voilà, je veux dire, quand même ces piliers-là, l'emploi, l'éducation, la santé, le logement, qui reste très largement marchand, mais qui pourrait aussi faire l'objet d'une politique publique au moins, quand même un peu ambitieuse, quoi. Voilà, ce sont des leviers pour mettre en place ça. Et donc moi, j'inverserai un peu la démarche. Mais on peut avoir un débat là-dessus. Hein. Je dirais, si pour avoir un minimum, les gens considèrent qu'il faut d'abord avoir un emploi, faisons en sorte que l'État, comme on dit, soit employeur en dernier ressort, et que toute personne qui le souhaite, il ne s'agit pas de forcer, mais que toute personne qui le souhaite puisse avoir accès à un emploi. À quel niveau de salaire? Au niveau qu'on a défini, c'est-à-dire un SMIC substantiellement réévalué. Ça va nécessairement poser un certain nombre de questions, dont celle du financement. Voilà. Mais on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je veux dire, on fait pas. Fixer un taux. Le calcul qu'on a fait là avec plusieurs, bon, il donne un ordre de grandeur, mais cet ordre de grandeur, d'abord, il peut être discutable. Et puis, il faut s'entendre sur des priorités. On ne peut pas tout faire en même moment. Donc, si on pense que la voie d'accès au minimum, c'est par exemple aujourd'hui un emploi à un niveau de salaire satisfaisant, on met d'abord en place ça, on voit les ressources qui sont nécessaires pour financer ça, et on en déduit éventuellement des mesures fiscales. Et, je rappelle peut-être, mais les entreprises, elles ont les moyens de financer. Je rappelle juste un chiffre qui sont de base sur les inégalités ou sur l'emploi est quand même importante, puisqu'on parle du coût du travail, mais il y a aussi le coût du capital. Je rappelle juste quand même, vous devez le savoir, je pense ici, mais bon, comme je dis, en résumé, je pense que c'est certain qu'il y a un retard salarial dans le partage des revenus entre salaire et profit pour aller vite. On le voit aussi bien, il y a un retard salarial. Le débat, c'est combien. Moi, je suis sur... si on regarde les choses sur le long terme, je pense qu'on est à quelque chose comme 5%, 5 points, comme on dit, de la richesse nationale, c'est-à-dire un peu plus de 100 milliards aujourd'hui. Donc je pense que... Oui.
Oui, mais enfin, c'est un peu la question aussi. Enfin, c'était pas la question, mais c'était est-ce qu'il vaut mieux passer par des mesures au niveau des entreprises ou au niveau fiscal. Ma réponse sur le niveau fiscal, c'est certainement nécessaire, mais il faut le faire en cohérence avec ce qu'on doit financer. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas à quel niveau exact il faudrait fixer la première. Enfin, j'ai pas de programme, quoi. De toute façon, les besoins des services publics, puis pour la transition énergétique, vont être énormes. Donc, de toute façon, je pense qu'on n'aura jamais trop de. Comment dirais-je, on taxera jamais trop ceux qu'on peut taxer. Hein. Mais ça, c'est vrai que c'est un débat. Est-ce qu'il faut fixer des salaires? Et puis après, moi j'ai l'impression que ça revient, qu'il y a plusieurs possibles et que pour arriver un peu au même résultat, qu'il faut faire feu de tout bois et agir là où c'est possible d'agir parce qu'il va y avoir de la résistance. Et juste aussi, peut-être qu'on l'a pas dit, on parle du SMIC, mais il y a toute une notion de grille salariale qu'il y a dans la fonction publique où on garantit aussi des niveaux minimums par qualification et ça évite aussi l'écrasement des salaires vers le bas. Mais c'est vrai que c'est un gros débat, je dirais, peu importe, à partir du moment où on arrive à réduire l'échelle des revenus. Alors, une question très courte. Dans votre étude, est-ce que vous avez envisagé des paramètres géographiques, puisque un salaire décent n'est pas le même selon là où on habite en France, dans telle ou telle région, etc. Non. Alors ça renvoie à une autre question sur le SMIC qui revient souvent, qui revient de plus en plus. C'est est-ce qu'il ne faudrait pas avoir, j'ai parlé tout à l'heure des abattements de zone qui existent au début. Et la question est revenue dans le débat, notamment dans le groupe d'experts dont je parlais tout à l'heure, de savoir s'il ne faudrait pas moduler le salaire minimum parce que justement les conditions de vie, le coût de la vie n'était pas le même. Moi je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Il existe aujourd'hui, la principale différence, c'est quand même le logement. Bon, je suis d'accord qu'il y a peut-être d'autres choses, mais la principale différence, c'est le logement. Or, on a encore, malgré le massacre organisé depuis quelques années, mais on a encore un système d'aide au logement qui différencie selon les zones. C'est fait pour ça. Il est certainement pas bien fait, il est certainement pas satisfaisant, notamment en termes de niveau, et il ne compense pas. Mais normalement, si on veut prendre cette question, il y a les instruments aujourd'hui pour répondre. C'est-à-dire qu'on peut garder un salaire minimum. Moi, je pense que c'est important politiquement de garder un repère national sur le salaire minimum. Et c'est la même chose. Et qu'on peut avoir des outils pour prendre en compte ces différences régionales de la même façon qu'on a des outils pour prendre en compte des différences dans les besoins des ménages. Je disais tout à l'heure, c'est célibataires, des couples, des enfants. On a des allocations familiales. Là encore, elles ne sont certainement pas satisfaisantes. Mais on a le moyen de compenser sans bousculer ce que je pense être un repère commun, utile, qui est un salaire minimum national. Sinon, je pense qu'on enclenche un processus où on va avoir on peut avoir un salaire minimum différencié. Mais donc, oui, derrière votre question, il y avait sans doute la question, est-ce qu'il ne faudrait pas différencier? On n'a pas fait ce travail d'affinement. Alors, j'en profite pour dire, même si je termine juste, parce que je pense qu'on est trop long, moi surtout. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, ça a été fait sur des villes moyennes, comme on dit. Le même travail a été fait par l'OMPES sur des zones rurales et sur la région parisienne. En zone rurale, alors malheureusement, ça n'a pas été publié, mais bon, on a fait les calculs, donc je peux vous donner les chiffres. En zone rurale, on arrive à un montant de budget qui est légèrement supérieur. Pour des tas de raisons, parce que les besoins de mobilité ne sont pas les mêmes. Il y a pas, voilà, parce que les formes de vivre ensemble sont pas les mêmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'intuition spontanée, on vit dans les champs, ça coûte pas cher, je fais mon pain, je fais pousser mes carottes. C'est pas si simple que ça. Et donc je vis de pas grand-chose. Non, c'est à la campagne, pour avoir un niveau de vie minimum et participer à la vie sociale, ça coûte aussi. Et grosso modo, il n'y a pas de différence énorme entre les villes moyennes. Là où il y a une différence, effectivement, on l'a vu très, très nettement, c'est sur la région parisienne, mais essentiellement à cause du coût du logement. Et à cause aussi, et ça c'est surtout pour, je termine juste là-dessus, pour les personnes sans enfants, il y a une telle offre
culturelle que pour participer à la vie sociale, faut être inscrit dans ça. Et donc ça demande de l'argent, voilà, parce que c'est des sorties avec des amis, et on ne se voit pas comme à la campagne chez soi où on reçoit. Et voilà, donc il y a les mêmes besoins de sociabilité, mais évidemment ils n'ont pas en termes marchands, en termes monétaires, le même coût. On va peut-être prendre une dernière question. Et si certains veulent participer au groupe de travail autour de ces questions, ils peuvent venir inscrire leur adresse mail. Voilà, on les en contactera. Oui. Je ne sais pas s'il y a une question. Oui. Ah, pardon. On va prendre deux dernières questions. Alors, deux dernières questions. Oui, juste une question sur l'évolution du SMIC en taux de personnes concernées sur les 20 dernières années et par rapport au salaire médian. Ça augmente, ça diminue? C'est bon, du coup. Et je ne sais pas, je pose ma question maintenant peut-être. Moi j'avais une question par rapport vous parliez de grille salariale dans la fonction publique. Du coup, qu'en serait-il en fait dans le privé? Comment on imposerait que les salaires qui sont actuellement à 1 500, 1 600 euros puissent augmenter? Et c'est un peu lié à ma deuxième question. Moi, quand je parle d'augmentation du SMIC, donc je crois que dans l'avenir en commun, c'est à 1 400 net, je crois. On me rétorque souvent que ça créerait une inflation telle que déjà ça gommerait la plus-value de l'augmentation et qu'en plus ça réduirait du coup par extension le pouvoir d'achat des gens qui gagnent actuellement 1 600 ou 1 700 balles. Donc je voulais savoir votre argument choc pour la campagne par rapport à ça. Alors la première question, elle est plus simple, oui. L'évolution du SMIC en pourcentage, c'est ça? Aujourd'hui, il y a environ, alors après ça dépend du champ qu'on prend, mais 10% des salariés qui sont au SMIC, c'est-à-dire en fait l'indicateur c'est qu'ils sont concernés par le relèvement à chaque fois du SMIC. Comment ça a évolué en pourcentage du salaire médian? Grosso modo, depuis 40 ans, c'est dans une fourchette. Bon, on peut considérer que c'est beaucoup, enfin c'est relativement plat, entre autour de 60, 58, 63% du salaire médian. Donc ça a eu tendance à se stabiliser. Ça a un petit peu augmenté au moment des GMR, loi Fillon, etc., comme je vous expliquais tout à l'heure. Puis ça redescend légèrement. Mais on est autour, c'est pas de 60%, sans qu'il y ait de différence significative. Là où ça a vraiment chuté, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 50 à 67. Et puis là où ça avait remonté, c'était vraiment après la création du SMIC. Sur les 1 400 euros, qu'est-ce que ça poserait comme problème? Potentiel sur le Tu coût. peux peut-être dire ce que ça représente comme pourcentage voilà. déjà. Alors 1400, c'est moins que les 20% sur lesquels j'ai fait. Enfin bref, on peut calculer de combien ça augmenterait la masse salariale de porter les gens si on fixe un plancher de salaire qui est supérieur à l'actuel SMIC. Voilà. Donc j'ai fait ce calcul pour plus 20%, 30%, 40%. 20%, c'est donc la revendication, c'est au-delà des 1 400 euros de ce qui est revendiqué en net par la France insoumise. Mais je vous donne quand même 20%, c'est un ordre de grandeur de toute façon. Ça augmente la masse salariale de moins de 1,5%. Ce qui n'est pas négligeable, mais enfin, c'est quand même pas le bout du monde. Parce que s'il y a beaucoup de smicards, ils sont payés peu. Et l'autre référence, par exemple, il faut savoir que les 1% de salariés les mieux payés, ils prennent, eux, 8% de la masse salariale. Voilà, les ordres de grandeur. Donc non, l'argument selon lequel ça ferait un choc énorme n'est pas vrai, ne résiste pas à ce simple calcul, quoi. Après, bon. Oui, et inversement, ça veut dire que si on coupe même au niveau des 1% les plus riches, ce qui, je me souviens plus, qui est de l'ordre de 8 000 euros, on ne va récupérer que 8%. Enfin, c'est pour ça aussi que moins, ouais, même moins, même moins. Oui, parce qu'on leur laisse quand même, on leur laisse quand même quelque chose. Mais donc c'est pour ça que d'où le calcul qui dit que si on veut vraiment financer, c'est plutôt autour de 1 à 4. Alors, pardon.
Oui, non, mais ça fait penser, ce genre de chiffre me fait penser, c'est un élément de réponse à la question de tout à l'heure. On a aussi calculé dans le bouquin Copernic, ça représente combien le manque des personnes qui sont en dessous du budget de référence. C'est de l'ordre de 5 à 6% du revenu disponible total des ménages. C'est beaucoup, enfin c'est pas négligeable, mais voilà, c'est pas non plus gigantesque. Et pour répondre à la question sur la grille salariale, donc à EDF, qui est une entreprise à statut privé maintenant, mais anciennement public, on a une grille salariale. Comment ça pourrait se faire ? Dans des conventions collectives, on peut avoir, comme dans la fonction publique, des grilles salariales qui donnent des salaires minimums par niveau de qualification, donc niveau de diplôme, y compris la validation de l'expérience et puis ancienneté, par exemple. On pourrait très bien avoir ça. Et j'en profite pour dire que la grille salariale dans la fonction publique, elle commence à fuir par les deux bouts, c'est-à-dire par le bas, parce que, comme ailleurs, il y a beaucoup de sous-traitance de contrats hors grille, de plus en plus, et puis par le haut, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont hors grille, et avec un point d'indice qui reste bloqué, par contre, et la grille salariale qui, elle, tend à baisser progressivement, quoi. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Merci à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas à poursuivre le débat. Et puis, merci à Tiziri et à Pierre.